Bonjour Stéphane. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de nous préciser un petit peu ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait avant de participer à cette société de laquelle nous allons longuement parler? Eh bien, moi, je suis Stéphane Asquette, donc je suis aujourd'hui président-directeur général de Gility. J'ai rejoint cette société il y a maintenant 2 ans et demi, à l'époque dans le groupe Econocom, après avoir passé 15 ans chez Capgemini et Sogeti, où j'étais en charge et où j'ai participé à gagner un certain nombre d'infogérances pour Capgemini. Précédemment, j'ai commencé ma carrière chez Alcatel, où j'ai fait de l'intégration de PBX et beaucoup de choses, de la gestion de projet, entre autres, chez Alcatel. Un profil technique au départ. Un profil ingénieur système au départ, j'ai fait de l'Unix, j'ai fait de la messagerie, Lotus Notes, pour ceux qui connaissent, et puis je rappelle de ce vieux produit. Oui, oui, et ça se soigne. Et ça se soigne très bien, voilà. Même si ça a totalement disparu aujourd'hui. Gility, c'est une marque totalement récente, elle date de quand? Parce qu'on n'en a pas entendu parler depuis fort longtemps. Alors, Gility, c'est une marque qu'on a créée il y a exactement 7-8 mois, tout simplement parce qu'on est sorti du groupe Econocom, pour pouvoir donner un nouvel élan à l'activité maintenance qui était portée par Econocom historiquement au travers de 2 rachats qui ont eu lieu il y a quelques années, Osiatis pour ceux qui se rappellent d'Osiatis, et puis la branche ECS, qui ont fusionné au sein d'Econocom pour donner une entité qui s'appelle Econocom Business Continuity et qui a été cédée à un fonds d'investissement en juin 2020 pour créer Gility. Donc on a créé cette marque pour justement relancer l'activité et transformer cette activité qui sortait du groupe Econocom pour en faire un leader indépendant de la maintenance et de la gestion globale des infrastructures. Qu'est-ce que c'est la maintenance aujourd'hui pour toi? Alors la maintenance, c'est une partie de notre savoir-faire. Donc aujourd'hui, Gility, c'est le spécialiste français et européen de la maintenance des infrastructures au sens large. Donc on intervient sur tout ce qui est en data center principalement, sur le système, sur la partie stockage et sur la partie réseau qui permet d'interconnecter tout ça. Nous on intervient sur tout le cycle de vie des infrastructures, de l'expression de besoin d'un client qui va nous formaliser un besoin au travers principalement d'un cahier des charges. On va mettre dessus des architectes qui vont penser une infrastructure qu'on va proposer aux clients, installer, configurer, mettre en production. Et puis derrière, on va faire nos métiers historiques sur lesquels les noms que j'ai cités tout à l'heure sont un peu plus connus, de maintenance constructeur sur les garanties constructeurs sur les premières années, et puis toutes les extensions de garantie pour faire vivre les matériels et pour les maintenir en bonnes conditions pour nos clients pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, voire sur certains clients, 10 ou 20 ans, quand on est sur des systèmes industriels où on a besoin de pérenniser l'activité très très longtemps. Aujourd'hui, quelle est l'actualité un petit peu de ces data centers? On parle de rapatriement de data centers, on parle de edge computing, c'est-à-dire des data centers de plus petite taille, plus proches de l'utilisateur. Quelle est l'actualité de ce marché? Alors aujourd'hui, c'est un marché qui évolue, sur lequel on se retrouve un petit peu à la frontière entre les entreprises qui se digitalisent et qui donc augmentent leur capacité informatique, et puis de l'autre côté, la migration d'un certain nombre d'applications vers le cloud. Donc on est un petit peu entre tout ça. Aujourd'hui, effectivement, nos clients, vu le contexte qu'on connaît depuis 1 an de crise sanitaire, sont sur des problématiques non pas forcément techniques et opérationnelles, puisqu'il y a quand même quelques budgets informatiques qui ont été gelés sur l'année 2020. On espère, nous, les retrouver en 2021, puisqu'il y a une dette technique qui commence à se cumuler qu'il va falloir traiter. Mais derrière, on travaille sur, justement, comment, avec les offres qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs années, mais qui se sont accélérées avec cette crise sanitaire, comment on répond aux enjeux des DSI, qui sont aujourd'hui plus des enjeux financiers et de budget que réellement d'objets techniques. Donc on est aujourd'hui comment je réponds et comment j'accompagne mes clients dans les contraintes qu'ils ont à gérer en 2021 pour pouvoir tout simplement boucler leur budget. Donc nous on leur propose de massifier un certain nombre d'éléments, et la massification fait qu'on arrive à leur faire des économies très significatives de l'ordre de entre 10 et 30% pour prendre une fourchette très large. Qui sont les grands acteurs de ce segment par rapport à OVH en termes de data center ou de service global, ou à Equinix par exemple? Comment vous vous situez dans cet écosystème? Alors nous, on est un acteur indépendant et on le revendique. C'est un peu notre savoir-faire historique. Et on veut surtout rester indépendant. Donc on a plein de partenaires, des constructeurs, des éditeurs, des hébergeurs avec qui aussi on travaille. On travaille bien avec eux.
des HP, des NetApp, des Hitachi, pour ne citer que cela. On travaille intelligemment pour justement regarder comment on maintient toutes leurs infrastructures opérationnelles, comment elles sont performantes au quotidien. Et derrière, on a nos clients qui ont des enjeux, eux, un peu différents, qui est justement de pouvoir s'adresser à Agility comme un acteur indépendant qui va leur conseiller quelque chose qui répond à leurs besoins et non pas forcément, comme on peut retrouver chez certains de nos concurrents, une solution complètement préformatée parce que très attachée à un constructeur ou un autre. Donc nous, on revendique cette indépendance et cette capacité à proposer à nos clients la solution qui nous paraît la plus pertinente. Du sur-mesure, 3500 clients, j'ai vu. Tout à fait. Quels sont les grands domaines dans lesquels vous travaillez? C'est plutôt la santé, c'est plutôt l'industrie, c'est plutôt je sais pas, l'automobile. Quel est le profil type de vos clients? Alors, on n'a pas de profil type, pas de secteur d'activité particulier. On travaille pour les hôpitaux depuis quelques temps. On est quand même très vigilant à ce que ces clients-là soient gérés en priorité. Tous les opérateurs d'intérêt vitaux sur le territoire national, donc les télécoms, l'énergie, entre autres. Après, on a 3 segmentations de clients. On a les grandes sociétés françaises du BCF 120 ou du CAC 40 qu'on accompagne globalement sur toutes les géographies, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Vraiment, là, on a un service complet avec un certain nombre de partenaires qui nous permettent de garantir les engagements qu'on va prendre vis-à-vis d'eux et puis de les servir là où ils ont tout simplement besoin de nous. Après, on a le marché national français. On est, nous, répartis, on est un des rares acteurs à être vraiment présent sur tout le territoire français. On a 29 localisations en France, ce qui nous permet de couvrir en 2 heures n'importe quel client, n'importe où en France. Donc on est capable de faire la multinationale française qui a besoin de nous à l'international, comme la PME locale. Je vais prendre des destinations comme Dijon, comme Limoges, comme Clermont-Ferrand ou comme Brest, sur lesquelles nous on est en capacité d'accompagner ces clients localement, comme on peut intervenir chez des grands acteurs internationaux dans différentes géographies au niveau international. Tu parlais de massification des contrats de maintenance. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est? Est-ce que c'est une tendance? Alors, c'est une tendance que j'ai bien connue chez Capgemini pour avoir massifié tout ce qui était infogérance et outsourcing. On fait un peu sur le même principe. On accumule un certain nombre de technologies, les serveurs, le stockage, les réseaux, quel que soit le constructeur. On met tout ça dans un pot commun et on regarde nous, comment on peut dérouler notre processus industriel pour pouvoir justement profiter des effets d'échelle, pour pouvoir justement produire ce service de façon globale à un coût moindre. Après, derrière, l'avantage aussi d'être un acteur indépendant vis-à-vis des éditeurs et des constructeurs, nous, ça nous permet de négocier et de discuter avec les différents éditeurs et constructeurs pour trouver la meilleure solution pour que le client ait le compromis entre la qualité de service, qui est quelque chose qui est reconnu chez nous par tous nos clients, et puis justement l'économie et l'atteinte des budgets de l'autre côté. Donc c'est le merge entre tout ça, le côté industriel de production, de maîtrise des coûts de production, et puis derrière notre capacité à discuter avec les différents éditeurs et constructeurs pour trouver le meilleur compromis, la meilleure solution pour nous, pour le client naturellement, et puis aussi pour les constructeurs qui sont derrière nous. Agility, c'est combien de personnes, par exemple, et combien le ratio entre les techniciens et les administratifs ou les gens qui les servent, c'est quoi? Alors Agility, c'est 450 personnes, c'est à peu près 50% de techniciens, 50% de cadres et de fonctions transverses. On travaille sur quelques sujets de recrutement. On recrute en permanence des jeunes. On a entre 30 et 40 alternants toujours chez nous qu'on accompagne parce qu'on ne trouve pas sur le marché de l'emploi, de techniciens de maintenance où on a du mal aussi à trouver des gens capables d'intégrer correctement certains produits. Donc on intègre des Bac+2 à Bac+5 en alternance pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis après, une fois que ces gens-là sont lancés, 80-90% de ces alternants nous rejoignent tout simplement en CDI. Un petit mot sur la crise sanitaire, on ne peut pas y couper. Un petit mot sur le télétravail, on ne peut pas y couper. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en mode de fonctionnement? Est-ce que par exemple ça a augmenté la maintenance? Est-ce que ça a posé des problèmes? Les techniciens, il faut bien toujours qu'ils se déplacent quand même pour faire la maintenance. Nous, on est un métier de terrain. La maintenance, on intervient dans les data centers de nos clients. La crise sanitaire a compliqué un petit peu le mode de fonctionnement. Ça a surtout amplifié le rôle du middle management.
Aujourd'hui, on est en train de regarder justement comment ce middle management garde la main et la maîtrise de tout ce qu'on a à produire. La sécurité de nos collaborateurs d'un côté, les engagements clients qu'on a de l'autre, les contraintes liées à la crise sanitaire avec un certain nombre de restrictions en termes de circulation. Donc on a des dérogations qui nous permettent d'intervenir de jour comme de nuit, 365 jours par an dans les data centers chez nos clients. Donc on a adapté le mode de fonctionnement. Les fonctions support sont très majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, en télétravail. Les équipes commerciales ont appris à faire des rendez-vous différemment, à privilégier la visioconférence, le contact avec les clients, parce que c'est important de garder le lien avec nos clients. Et puis nos managers sur le terrain, c'est apprendre à piloter des techniciens qui sont non pas forcément dans des agences, mais plutôt chez eux et qui passent dans les agences s'approvisionner en matériel pour pouvoir réaliser les interventions. Et puis derrière, qui vont sur le terrain chez les clients délivrer le service. Et la maintenance sur les bateaux, c'est pas plus compliqué? La maintenance sur le bateau, on n'a pas tellement d'interventions sur les bateaux, hormis le bateau de Clément Giraud, qui est notre concurrent qu'on a accompagné pour pouvoir réaliser son rêve sur le Vendée Globe. Donc c'est une superbe aventure qu'on a vécue et qu'on vit avec lui. Là, on était ce week-end, dimanche, encore en train de regarder le passage du Horn. Voilà, 12h54, passage du Horn, voilà, un grand événement. Et moi qui suis passionné de voile, c'est vraiment un très 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 grand plaisir de pouvoir faire en sorte que ce garçon réalise son rêve. Et puis quelque part, on est tous en train de rêver avec lui, parce que c'est une course qui est juste fantastique. En conclusion, qu'est-ce que tu attends de 2021? Alors, ce que j'attends de 2021, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avancer, qu'on va se retrouver dans une situation un peu plus nominale, que la crise va être maîtrisée assez rapidement dans les quelques mois qui arrivent, je pense qu'il ne faut pas penser que ça va se résoudre rapidement, que les entreprises vont commencer à réinvestir. Nous, on va continuer à croître, on va accentuer notre croissance à l'international au travers principalement d'acquisitions. Là, on a ouvert les US il y a quelques mois maintenant pour pouvoir accompagner certains clients français. Là, on regarde sur les principales géographies européennes. 2021, voilà, c'est l'année on va continuer à attaquer commercialement l'ensemble de nos marchés, à continuer à progresser en termes de chiffre d'affaires principalement. Et puis derrière, c'est de renforcer notre présence là où les clients ont besoin de nous. Merci. Merci beaucoup.